Hein? Si vous connaissez vos chiffres romains, chapitre 6. Thérèse, tu fais quoi? C'est pas le temps de faire des maths. Moi, là, pouvoir faire des maths de la science pendant les cours, là, ça m'énerve vraiment. Moi, ça m'énerve d'en faire. Ça signifie que soit que vous ne l'avez pas fait dans votre cours, que vous n'êtes pas à jour. Non, c'est le devoir. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Bon, ben, tu le feras tantôt, tu as un centre pour ça. C'est une période complète de Est-ce que tu as enlevé le centre après le COVID? Après le COVID, ben, l'année prochaine, on est en train de vérifier justement les heures. Parce que le s'en occupe la grille. C'est le fait que tu enlèves le centre, comme ça, et genre, tout le monde peut faire du sport. Ben, c'était ça l'objectif. Avec le COVID, le problème, c'est qu'on peut rien faire. Mais là, le sport va pouvoir recommencer. Ouais, ok, ça les joue, ça veut dire que tu joues au basket. Mais c'est encore en jeu, par exemple. Même le hockey, mais tu peux faire que je sois la carte. Oui, je sais, c'est ça. Mais il faut, comme tu le sais, il faut que tes travaux soient faits. J'ai pas l'air OK, donc chapitre 6, mon Dieu. Une nuit sombre. Au cours de l'automne 1985, j'avais passé des vacances avec un ami sur mon bateau. Nous avions joué durant 4 semaines d'un temps exceptionnellement chaud pour la saison. Nous avions navigué sur le lac Ontario et dans la région des Mille-Îles. À mon retour, comme j'en avais l'habitude, je téléphonai à Franck pour l'inviter à souper. C'était le 15 octobre. Puisqu'il était absent, je laissai à sa secrétaire un message de me rappeler. À la fin de la journée, Franck n'ayant pas rappelé, je décidai de me rendre avec une amie à un petit bistrot tout près du bureau de Franck et de l'attendre à sa sortie. Noé. Après avoir bu quelques verres, je lui offris d'aller la reconduire à son appartement qui se trouvait à quelques pas du bureau de Franck. Une fois à l'extérieur, j'aperçus des projecteurs qui balayaient de leur lumière le 5e étage de l'immeuble du bureau de Franck. Plusieurs voitures de police bloquaient la circulation et leurs gyrophares illuminaient la nuit. Constatant le déploiement important des forces policières et la présence des représentants des médias, je conclus qu'une tragédie venait certainement de se produire. La crainte me saisit lorsque je constatai que les faisceaux de lumière étaient pointés en direction du bureau de Franck. Je m'imaginais tout de suite une prise d'otage, car on appelait parfois Franck pour jouer un rôle d'intermédiaire dans de telles situations. En d'autres occasions, des personnes recherchées par la police demandaient qu'il les accompagne lorsqu'elles décidaient de se livrer à la justice. De telles affaires revêtaient toujours un caractère sensationnel, mais cette fois, je ne pouvais m'expliquer que quelque chose ait pu se passer à son bureau. Je craignais que Franck soit lui-même victime d'une prise d'otage. Je me hâtai de garer ma voiture dans la rue et je me dirigeai à grands pas vers l'entrée de l'immeuble. Une fois parvenu à l'intérieur, je vis plusieurs policiers près de l'ascenseur, vêtus de gilets pare-balles et armés de fusils. En continuant à avancer, je sentais la vitre sous mes souliers provenant des portes de l'entrée fracassées par les policiers afin de pénétrer dans l'immeuble. Un policier s'interposa et m'interdit d'avancer. Je lui demandai ce qui se passait, mais il refusa de répondre à mes questions pressantes et m'ordonna de retourner à l'extérieur. Tous les agents sur place semblaient aux aguets, comme si l'on attendait que surgisse quelqu'un. Parmi tous les policiers, j'aperçus un sergent détective de ma connaissance responsable des opérations à l'intérieur. Je me mis à crier son nom, espérant ainsi attirer son attention. Me voyant, il fit signe au policier de garde à l'entrée de me laisser passer. En arrivant près de lui, je m'empressai de lui demander « Qu'est-ce qui se passe? Où est Franck? » Il me regarda d'un air presque dénué de sentiments et d'expression et me répondit « Il a 5 balles dans la tête. »« Ce n'est pas vrai? Pas Franck? » « Pour votre sécurité personnelle, maître, je vous demande de quitter l'édifice immédiatement. Nous ne savons pas si l'assassin est encore à l'intérieur. » Je retournai à mon auto en pleurant et je restai là debout à attendre. J'étais tremblant de peur au point que mes genoux s'entrechoquaient. Je ne parvenais pas à croire ce qui se passait. Certainement, Franck avait eu mon message et savait que je le retrouverais après le travail. Qui avait été capable d'un tel meurtre? Franck et moi étions tous deux de leur côté. Franck était intouchable car il avait tellement d'amis et des gens influents pour le protéger. C'était invraisemblable. Nous défendions des criminels, il était donc normal que nous bénéficions de leur protection. Alors, pourquoi n'avait-il pas protégé Franck? Terrifié à l'idée que si un tueur avait atteint Franck, il pouvait aussi bien me descendre, je me mis à frissonner de tout mon corps. En même temps, je ressentais vivement la perte d'un si grand ami qui représentait tout pour moi, qui m'avait tout donné et appris tellement sur ma profession. Il était parti sans que je puisse lui exprimer mon appréciation et ma reconnaissance. Comme je souffrais!
Je demeurai là, longtemps debout, refermée sur moi-même. J'espérais en apprendre davantage sur ce qui s'était passé. J'avais les yeux rivés sur l'édifice lorsque, soudainement, un avocat du bureau de Franck sortit et se dirigea vers sa voiture. Je me précipitai pour le questionner. « As-tu vu quelque chose? Qu'est-ce qui est arrivé à Franck? Sais-tu qui a fait ça? » « Je ne sais rien, je ne sais pas, laisse-moi partir. Il faut que je me rende au bureau des enquêtes criminelles remplir une déposition parce que j'étais à l'intérieur au moment où c'est arrivé. Mais je n'ai rien vu, crois-moi. » Énervé comme il l'était, je voyais bien qu'il n'en savait pas plus long. Un peu plus tard, le véhicule de la morgue arriva. 2 hommes entrèrent dans l'édifice et en ressortirent avec un brancard sur lequel reposait le corps de Franck recouvert d'une toile. J'avais peine à croire qu'il s'agissait effectivement de mon ami. Anne, une amie commune et voisine du bureau de Franck, alertée par tout ce branle-bas, me suggéra que nous devions aller prévenir l'épouse de Franck et ses enfants afin qu'ils ne l'apprennent par les médias. Elle et moi nous rendîmes donc à la résidence de Franck située à l'extérieur de la ville. À notre arrivée, un journaliste, spécialiste des affaires judiciaires et ami de la famille, qui nous avait tout juste devancés, vint nous ouvrir. Il nous apprit que la femme de Franck se trouvait dans sa chambre. Je lui demandai avec empressement, « Est-ce que tu lui as dit? » « Non, je ne suis pas capable. Mais elle sait qu'une tragédie vient de se produire. Je n'ai pas pu lui dire que Franck était mort. » Alors Anne s'est offerte. « J'y vais, a-t-elle dit. Je m'en occupe. » Anne et moi sommes donc entrés dans sa chambre. Elle était assise sur le bord de son lit, en larmes. Elle s'écria, « Anne, Claude, est-ce que quelqu'un va finalement me dire ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à Franck? » Incapable d'entendre la suite, je sortis et je refermai la porte derrière moi, laissant Anne lui annoncer la terrible nouvelle. Je me mis à arpenter les diverses pièces. En passant par la cuisine, j'entendis la fille de Franck crier. Les enfants étaient maintenant au courant. Je me dirigeai vers la chambre du garçon que je trouvai assis sur son lit, la tête penchée sur ses genoux. Je le pris dans mes bras et je m'efforçai de le rassurer en lui disant « Ne t'en fais pas, tu le reverras au ciel, ton papa. » Oh, attends, il y a dit tu reverras ton papa. Au ciel? Qu'est-ce qu'il y a? Il est bon. Oh, non, mais parce que... Ben c'est ça, tu le reverras au ciel, ton papa. Tu sais, les croyants croient au paradis. Le paradis, c'est où? C'est au ciel. Donc, quand tu mourras, tu vas le retrouver au ciel. Je comprends pas pourquoi vous riez de ça. C'est comme si tu disais que tu vas voir ton papa bientôt, genre, tu vas... Ben non, il n'a jamais dit ça. Tu sais, mais t'avais vu tout ça, Non, tu... Là, ceux qui rient, là, c'est parce que vous faites des idées dans votre tête, là. La phrase, c'était vraiment « Tu vas le voir au ciel, ton papa. » Pas genre « Tu vas mourir tout de suite et tu vas le retrouver, là. » C'est pas ça qu'il dit, là. Ta mère qui est quelqu'un dit, genre, Claude dit ça comme... Ouais, c'est ça, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il l'avait prévenu qu'il y avait un Ouais. Il croyait pas, Mais il y avait vraiment eu 5 Jamais je n'avais été témoin de quelque chose d'aussi triste. Moi qui avais défendu tellement de meurtriers, je voyais maintenant pour la première fois la réaction de la famille de l'une de leurs victimes. C'était atroce d'entendre ses pleurs et ses cris de douleur. J'essayais de maîtriser mes émotions afin de consoler les membres de cette famille éplorée, mais en réalité, j'étais désemparée. La peur et l'angoisse de devenir à mon tour une victime se transformèrent graduellement en agressivité. En moi germait un sentiment de vengeance. Un jour, je découvrirai bien l'assassin et je m'assurerai que justice soit rendue. Je n'avais jamais éprouvé un aussi grand bouleversement intérieur. Je me sentais tellement impuissant, dépassé par les circonstances. Mais j'avais résolu de demeurer le plus longtemps possible avec la famille de Franck pour les aider à traverser l'épreuve. Je les quittai après quelques heures passées en leur compagnie et je rentrai à la maison. Là, Daniel m'attendait presque en proie à une crise d'hystérie. La mère de Franck lui avait appris la mort de son fils. Me croyant avec Franck, Daniel ne savait pas dans quel état je me trouvais. Elle s'écria « Pendant 3 longues heures, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ton associé, tes secrétaires et bien d'autres gens voulaient te parler. Je n'ai pas cessé de me faire du mauvais sang. Je ne savais plus quoi penser. De plus, tu ne répondais pas à mes messages sur ton téléavertisseur. Une de tes secrétaires m'a appris que tu étais à la maison de Franck. Oh, Claude, si tu savais combien j'ai peur. » Je regrette, Daniel, mais j'avais fermé mon téléavertisseur. En passant, un téléavertisseur, en side du cellulaire, là, la petite pagette, là. Ah, puis tu retournes, genre. Là, tu retournais les appels. Daniel, c'était mon meilleur ami.
Si tu avais vu l'état dans lequel sa femme se trouvait, je me sentais tellement impuissant. Et les enfants, tous ces pleurs, cette douleur qu'ils exprimaient, quoi leur dire? Ils ont fait cela à Franck. Ils n'en avaient pas le droit. Je me remis à trembler de tout mon corps, envahi par de violentes émotions. Pour calmer mon agressivité, Daniel me serra dans ses bras et me suggéra d'aller prendre un bain chaud pour me calmer. Par la suite, je me mis au lit en pleurant et je m'endormis. J'avais été heureux de pouvoir au moins partager mon chagrin avec Daniel. À peine quelques heures plus tard, puisque j'étais un ami très proche de la famille, le frère de Franck et un de ses oncles vinrent me chercher pour aller identifier le corps. À la morgue, la seule image dont je me souvienne, c'est celle du cadavre avec les dents serrées et un trou qui apparaissait clairement sur le côté gauche du visage. Il avait été lavé depuis peu de temps, mais un peu de sang était encore visible. Tout le corps de Franck, sauf sa tête, était recouvert d'un drap blanc. Je sentais la haine monter en moi, de même qu'une soif de justice et de vengeance. Mais je m'efforçai de rester calme. Le coroner nous fit asseoir, les parents de Franck et moi, dans son bureau pour remplir les documents d'usage et pour nous remettre finalement une enveloppe de plastique qui renfermait les quelques effets personnels de Franck. Une liasse de dollars, un stylo et ses lunettes, brisées et tachées de sang. À la vue des lunettes, j'imaginais Franck gisant dans une mare de sang et cela me donna la nausée. Nous sortîmes tous trois sans dire un mot, peinés et choqués par ce que nous venions de voir. L'identification du corps de Franck n'avait diminué en rien mon agressivité, bien au contraire. Selon les dernières informations que nous avions obtenues, Franck avait été assassiné sur le seuil de son bureau et le mode d'exécution du crime indiquait que c'était certainement l'œuvre d'un professionnel. Le tueur avait vidé son arme de petit calibre à l'exception d'une balle qu'il aurait pu utiliser, croyait-on, si cela avait été nécessaire dans sa fuite. Les 5 balles tirées avaient atteint la région de la tête et du cou. L'assassin se serait enfui aussitôt son crime commis et il serait monté à bord d'une voiture conduite par un complice qui l'attendait à l'extérieur. Tout semblait avoir été si bien planifié et exécuté. Mais par qui et pourquoi? Ces questions demeurent sans réponse jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les rumeurs et les opinions qui ont circulé au sujet du mobile et du responsable du meurtre. La dépouille de Franck fut exposée au salon funéraire quelques jours plus tard. La mère de Franck, en particulier, était inconsolable. J'essayais de la réconforter, de l'assurer que l'on trouverait le coupable et que justice serait rendue. Franck aimait beaucoup sa mère et il avait toujours pris bien soin d'elle. Avec plusieurs membres de la famille, j'arrivais au salon dès l'ouverture et je n'en repartais qu'à la fermeture. Ces longues heures exigeaient beaucoup d'énergie physiquement et émotionnellement. À la fin de la journée, chacun rentrait chez soi, fatigué, les yeux rougis, mais ému par tant de compassion de la part des visiteurs. Des gens de toutes les classes sociales avaient défilé devant le cercueil et exprimé leur sympathie aux membres de la famille de Franck. Parmi tous ces visiteurs, Jean-Louis se présenta au salon et m'amena à part. Est-ce que vous vous rappelez c'est qui, Jean-Louis? C'est ça, c'est celui qui avait prévenu qu'il y avait un contrat sur la tête de Franck. Il me dit, « Tu te souviens, Claude, il y a 1 an, je vous avais averti, Franck et toi, mais vous ne m'avez pas cru. Je te conseille de quitter le milieu. Cela ne vaut pas la peine que tu y passes le reste de ton existence. Regarde, moi-même je me suis retirée car j'étais à ce point dégoûtée de ce genre de vie. Alors fais comme moi, n'attends pas. » Malgré la gravité de ce que Jean-Louis venait de me rappeler et ses conseils, je ne portais pas vraiment attention à ses propos. D'ailleurs, j'étais trop préoccupée pour m'y attarder. Pour le moment, ma priorité était de rester auprès de la famille en deuil. À l'époque, les médias s'emparèrent de la nouvelle de l'assassinat de Franck et en parlèrent une semaine entière. Cette nouvelle avait ébranlé une partie de la population québécoise car jamais un criminaliste de renom n'avait été assassiné au Québec. Bon nombre étaient consternés ayant connu Franck sur un plan personnel ou professionnel. Les policiers, eux, durent accroître leur surveillance des visiteurs au cours des heures d'ouverture du salon funéraire et de la journée des funérailles. En raison de la présence d'individus louches, on craignait pour les membres de la famille de Franck et, par mesure de prudence, on surveillait les allées et venues. Tout au long de la journée des funérailles, je demeurais auprès des membres de la famille de Franck. Je me sentais comme leur protecteur, comme si ma présence pouvait remplacer celle de Franck. Il n'y avait que cette famille qui comptait pour moi et j'en étais même venue à délaisser Daniel. Après les visites au salon, je la faisais reconduire à la maison par mon associé. Daniel se sentait maintenant abandonné, mis à l'écart, comme ne faisant plus partie de ma vie. Un long cortège quitta le salon funéraire situé sur la rive sud de Montréal, emprunta le pont Champlain, interdit pour les circonstances à la circulation normale, et se rendit à l'église que Franck fréquentait.
Après le service funèbre, les nombreuses voitures se dirigèrent lentement vers le cimetière. Là, autour du cercueil, se déroula une cérémonie empreinte d'émotion et de respect, où l'on rendit quelques témoignages à la mémoire de Franck. Nous quittâmes le cimetière avec des larmes et des sanglots, ressentant la déchirure causée par la séparation d'un être cher. Avec le temps, la vie reprit son cours, mais sans que nous oublions le départ de Franck. En passant, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Montréal, mais le pont Champlain, là, c'est un pont super important. Oui, c'est vrai. Pardon? Oui, c'est comme ça quand c'est au passé. Oui? Non, mais genre, ça se peut que genre que Jean-Louis, il était genre jaloux de notre gars, là. Franck? Ouais, Claude, parce que genre, il était full riche et tout. Fait que là, il voulait le persuader d'arrêter de travailler, sauf qu'il pouvait pas. Fait que là, il a fait genre peur et dire genre que c'est dangereux. Effectivement. Pour le voir que c'était dangereux, il a fait tuer son ami. Comme ça, il a le. On ne sait jamais, on ne saura jamais. Oui. Finalement, trouver le coup, même encore. Non. Puis il y a une émission, je vous la montrerai là, si on l'écrit sur Internet, mais il y a une émission qui est écrite Qui a tué Franck Chouffé? C'est fait justement là, en 2000 quelque chose parce que c'est un cas irrésolu encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on va trouver du sport. Oh! Le gars là, il est sûrement en train de chiller chez lui. N'importe où. Dans le temps, il était pas. Oui, ben il est peut-être rendu vieux aussi, on ne sait pas. Mais en passant, le pont Champlain, c'est super important. C'est le pont à Montréal où vraiment la circulation a lieu. Les marchandises, les camions de marchandises passent tous pratiquement par le pont Champlain. Donc, arrêter la circulation à Montréal sur le pont Champlain pour faire des funérailles, je veux dire, le gars est important, là, parce que ça se ferait pas avec n'importe qui, là. Mettons, moi, je meurs là-bas, il travaille. Non, c'est à moins que tu sois devenu vraiment quelqu'un d'important, peut-être. Mais peut-être qu'en ce moment, non. Fait que vraiment, on voit juste le fait qu'il ait fermé un pont central comme ça, là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un message aussi, c'est ça. Fait que est-ce que c'est un ancien client qui aurait perdu sa cause? Tu sais, on ne sait pas. Parce que pour lui en vouloir à ce point-là, c'est un peu étrange. Ou bien c'est parce qu'il y a c'est des victimes qui, justement, le coupable n'a pas été. On sait pas. 5 balles. Puis on décide de venger. Quoi? Ah ouais? C'est pourquoi 5? Bah, vas-y. Il est mort le 5. Il est mort le 5, c'est ça. Non, c'est pas ça quand les gens parlent. Ah! Parce que si Ben non, mais ils ont le droit, là. Je veux dire, la curiosité n'est pas toujours bonne. Madame, parce que maintenant, il y en a une dans mon choix ici, celle-là, là, il ne mourra pas. Ben, ça dépend où, justement. Ici, dans non. Non, Ouais, mais non, c'est ça, des fois, 5 c'est mal. balles, c'est plus comme pour faire sûr qu'il soit vendu et qu'il dise rien. Ben, ça, normalement, c'est sûr, avec Dans le les jeu qu'il connaît Il parle de la tête. Non, mais- non, non. 50 Cent, c'est un rappeur qui m'a tiré 9 fois, incluant la face. Non, il était genre tout Ouais, ça, je m'en ai dit, je Tout savais pas qui qu'il tombe était des gens puis dans la bouche. Il avait le gun à la tête, puis c'est à cause de sa grand-mère avait écrit son nom. Fait que quand le gun qui tirait, il s'est retourné à la tête, pendant qu'il s'est retourné à la tête, le gun il a juste allé dans sa bouche. C'est pour ça que maintenant il parle comme il parle de la mère à cause de ça. J'ai rien dit. Oui, merci pour ces connaissances. Oui, Ouais, ça je pense 5 Je sais balles. pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, Jean-Louis est un peu dans cette affaire. mais ça se peut, effectivement, tu sais, peut-être qu'il veut juste dire « Ah non, non, moi je suis pas dedans, mais je te dis des informations, mais dans le fond, il l'est. » Effectivement, il n'a pas l'air là, justement, parce qu'il veut dire. On ne sait pas. C'est Madame C'est ça, on pourra lui demander. C'est Madame Gretchen. Oui, ça. Il est cette année, Claude, la Il travaille trop, c'est ça. C'est Madame Gretchen qui a dit que monsieur Grant Dupont. Quand je me... Bon. On a tiré 5. Imagine ça Ben oui. Ben non, mais je pense qu'elle peut avoir un... L'idée, c'est un professionnel, fait que c'est probablement quelqu'un qui a engagé cette personne-là, mais peut-être, on ne sait pas. On sait jamais. On ne sait pas, son passé, on pourrait lui demander. Il y avait le gars, madame, qui tire. Il tire dans mon mari, il s'en dit sur un gars. OK, donc on continue. C'est pas une droyette, on peut le dire. Alors, je commençais à m'informer auprès de mes clients pour savoir si quelqu'un avait une idée de la personne responsable de l'assassinat de Franck, de celle qui avait passé le contrat. J'étais étonnée de constater que personne ne savait rien de précis, que l'on n'émettait que de vagues opinions. Le meurtre avait véritablement été bien pensé. Aucune trace, aucun témoin. Si l'identité du tueur avait été connue, les amis du milieu de Franck l'auraient vengé aussitôt. Mais la confusion et la frustration régnaient. Tous attendaient les résultats de l'enquête policière avec impatience ou encore que quelqu'un ouvre la bouche pour dénoncer l'assassin.
La mort de Franck m'avait profondément ébranlée. Elle avait bouleversé tout l'univers dans lequel je vivais. J'avais diminué de beaucoup mes heures de travail tout en cherchant à combler un grand vide par autre chose. Je remettais tout en question en commençant par ma profession d'avocat qui me répugnait maintenant. Mes clients me faisaient penser à l'assassin de Franck car chacun d'eux aurait pu être soupçonné du meurtre. Dire que je les côtoyais et que certains étaient de bons amis, et pourtant je les défendais contre les accusations de la société. Je ne pouvais accepter que Franck ait été assassiné après s'être dévoué une bonne partie de sa vie pour ses clients et pour le milieu du crime en général. Je n'acceptais pas non plus que personne, sauf Jean-Louis, ne l'ait prévu. Certainement que d'autres dans le milieu étaient au courant et auraient pu l'informer. Mais personne n'avait parlé et cela freinait mes relations avec le milieu criminel. Mes frustrations m'avaient amené à boire davantage et à mettre de côté la lecture du Nouveau Testament. La mort violente d'un être cher m'avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie et avait créé en moi un désir de surmonter la réalité par un défoulement physique. J'avais fait l'acquisition d'une autre maison à 2 étages à l'extérieur de la ville que je m'acharnais à rénover. J'avais acheté à cette fin toutes sortes d'outils, un camion et une auto. À vrai dire, je n'avais pas besoin de tout cela pour effectuer les travaux de rénovation. En réalité, ce besoin de posséder diverses choses ne contribuait qu'à refouler mon agressivité au plus profond de moi-même. Allô, je me désir. Ça va bien tout le monde? Oui, regardez, je fais dehors, en fait, c'est beau. Puis, des belles vacances? Oui. Vous êtes revenus plein d'énergie? Yeah. OK. Ouais! Bye bye. Bonne journée! Le gars, c'était tout arrêté par contre. Moi, la situation, j'avais le cancer. Je suis morte. Ouais, c'est ça. C'est comme je suis pas pour mourir. Ouais. OK, on fait tout mon âge, comme ça, c'est sur le même orage, puis que même encore dans 20 ans, ils se souviennent de moi. Ouais, la seule affaire, mais quand tu penses à des choses comme ça, la seule chose à laquelle faut que tu penses, Fiona, c'est qu'il faut que ça soit vraiment bien pensé puis réfléchi. Ouais, mais t'es dans les années 1980. Aujourd'hui, peut-être qu'avec la technologie, ça serait différent. Parce que, tu sais, si quelqu'un décide de faire ça, c'est lui qui peut aller en prison, tu sais. Avec le gun et tout, il peut trouver tes enfants. C'est pour ça que quand tu loads ton gun, tu mets des gants. C'est vrai. Oui, Grégory, t'avais une question? Genre, moi, si j'aurais le cancer et que je meurs, tu vois, juste avant de mourir, j'aurais dit une phrase stylée, genre comme ça, tout le monde m'aurait reconnu. Ouais, c'est bon ça, parce que justement, après ça, cette phrase-là reste, puis tu es reconnu à vie, c'est bon, j'aime ça. Même si je meurs, je vais aller me mettre dans votre Facebook. Non. Si je meurs, vas-tu mettre sur une nouvelle? Si je ne me retrouve pas. Non, mais je veux dire, n'importe quelle personne, mettons, qui est portée disparue ou qui est. Tu sais, il y avait une élève, justement, là, ça fait une couple d'années de ça, là, au cégep de l'Outaouais. Non, mais pas ici, mais au cégep de l'Outaouais, d'Éric Leblanc. Ouais, puis elle était disparue, là, dans les sous-bois. On n'a jamais entendu parler. Valérie, effectivement, c'est une fille. Puis, ben, on sait pas si ils l'ont jamais retrouvé. On sait pas. C'est comme là. Mais justement, ça avait été super médiatisé, là. Fait que c'est sûr que si tu disparais, puis il arrive quelque chose, oui, ça va être médiatisé, oui, sur le Facebook de l'école, probablement que ça va être partagé, les informations. Il y a un Mexicain qui est rentré au Canada, là, qui est rentré des États-Unis au Canada, un tueur. Ah ouais? Qui est rentré, ouais, il y a longtemps un peu, ben il n'y a pas longtemps. Là, t'achètes, c'est Ça se peut. tu dis, ah, c'est. Mais c'est sûr, pour répondre à ta question, Jérémy, oui, sauf qu'on veut pas que ça arrive, là. Arrête de parler d'affaires de même. Non, je vais me sauver, je vais me cacher, puis quand vous allez me trouver, je vais dire que je dois cacher. Mon ben. Le médecin dans tes copains, moi, je vais essayer de trouver. Je vais trouver tantôt. Oui, mais c'est 100 millions de dollars. OK, alors, on était rendu. OK. La mort violente d'un être cher m'avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie et avait créé en moi un désir de surmonter la réalité par un défoulement physique. J'avais fait, bon, l'acquisition, blablabla, rénovation. En réalité, ce besoin de posséder diverses choses ne contribuait qu'à refouler mon agressivité au plus profond de moi-même. Toutes les raisons étaient bonnes pour m'éloigner de mon travail qui comportait des responsabilités envers les clients, le bureau, les tribunaux, le milieu du crime en général. Plus les semaines s'écoulaient, moins je me rendais à mon bureau, sauf en de rares occasions pour rencontrer et m'occuper des affaires de clients qui payaient bien. Je ne donnais presque plus suite à mes appels téléphoniques et je m'en fichais bien. J'avais même confié quelques clients à d'autres avocats.
Pendant ce temps, Gilles, mon associé, constatait les changements qui s'opéraient chez moi, mais il me laissait vivre cette période sans m'importuner, avec la conviction que les choses s'arrangeraient. Mais la situation ne s'améliorait pas. J'étais de plus en plus conscient que je n'arriverais pas à démasquer le coupable, que je ne pourrais pas exercer ma vengeance. Impuissant devant cette injustice, je me désintéressais peu à peu à connaître le responsable du meurtre. La douleur qui m'habitait faisait place à la crainte de devenir à mon tour une victime et, par conséquent, j'éprouvais le désir, illusoire certainement, de me protéger. Ainsi, je recevais des appels de différentes personnes qui voulaient me parler sur ce qu'elles savaient ou ce qu'elles avaient entendu au sujet du meurtre de Franck. Mais je leur répondais que je n'avais pas le temps de m'occuper de cette affaire. Seule la rénovation de la seconde maison, manger et boire m'intéressait. J'allais même jusqu'à envoyer Daniel en vacances au Venezuela avec une amie pour 2 semaines. Ah, c'est bien. C'est quand même intéressant. C'est 2 bien. De plus en plus, je m'enfonçais dans une dépression, mais sans accepter cette réalité. La dépression, c'était pour les autres, car j'avais la conviction de jouir d'une bonne santé psychologique et de réagir comme toute personne normale devant la perte d'un être cher. Mon caractère fort et déterminé m'avait permis de contrôler ma vie, de jouer un rôle de chef de file et de n'accepter que le succès. J'avais hérité d'une volonté très forte de mon père et j'avais été élevée de façon à pouvoir affronter la vie avec détermination et persévérance, peu importe les épreuves. Mon père, un ancien soldat, m'avait transmis une image de la vie comme faite de combats à mener et de victoires à remporter. Maintenant, je croyais être parvenue à un tournant dans ma vie où je devais considérer une nouvelle orientation de ma carrière. Peut-être le temps était venu d'abandonner la pratique du droit pour me consacrer à autre chose telle que les affaires. En réalité, j'étais confus. Comment amorcer cette transition et à quel moment? Il était difficile du jour au lendemain de laisser 9 années intensives de pratique de droit criminel. Toutefois, je commençais cette transition en diminuant le nombre de mes clients. Dans certains cas, cela s'avéra difficile en raison de la proximité de nos relations et de la nécessité de leur expliquer mes raisons de ne plus veiller dorénavant sur leurs intérêts. En général, cela se passa bien et, progressivement, le message se transmit que je voulais abandonner la pratique du droit. Il me restait encore à déterminer si j'allais prendre une année sabbatique ou un temps plus long, ou encore si je quitterais pour toujours cette profession. Depuis le décès de Franck, j'avais engagé un garde du corps car ma confiance dans les gens du milieu s'amenuisait. Celui-ci, Bob, m'aidait dans la rénovation de la maison et nous sortions souvent ensemble. Sa femme et Daniel s'entendaient bien, ce qui rendait agréable nos moments ensemble et nos sorties. Bob comprenait bien que ce que je vivais et m'avait conseillé à plusieurs reprises de laisser tomber ma carrière de criminaliste et de passer à d'autres choses. Mais voyons, là, dans le passé, il avait eu des démêlés avec la justice et avait même purgé une peine de plusieurs années en prison. Il avait décidé de changer de vie pour se sortir du milieu du crime. La solution de Bob était-elle la bonne? J'hésitais à suivre son conseil car quitter le milieu était plus facile à dire qu'à faire et j'avais peur d'agir trop vite. Mon indécision ne m'empêchait pas de me désintéresser toujours davantage de mon travail et de devenir insouciant à un point tel que mon entourage s'en apercevait. Je continuais à afficher l'air d'un homme déterminé, mais je changeais d'idée comme une girouette qui tourne à tous les vents où je m'obstinais à persister dans de mauvaises décisions. Nul n'osait m'obliger à faire face à mon état, à l'exception de Daniel. J'ai appris plus tard qu'il est... Voyons. Qui a fait ça? Non, pas vous. Eh bien, ouais, c'est ça. J'ai appris plus tard qu'il est très difficile de raisonner avec une personne sur le bord d'une dépression car souvent elle ne se rend pas compte de son état et s'estime tout à fait normale. C'était mon cas. J'étais troublée et instable sur le plan émotif. Je ne comprenais pas que la pensée positive ne réussisse pas à me sortir de cette léthargie et à me redonner un but dans la vie. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Cela ne m'impressionnait plus. Quant au Nouveau Testament, je n'avais pas retrouvé l'intérêt pour le lire, il était bien rangé sur une tablette. Je me demandais où était Dieu dans tous ces événements dramatiques qui avaient transformé ma vie. Pourquoi laissait-il de telles choses se produire? Les permettait-il? Laissé sans réponse, j'étais confus et je craignais le lendemain. Or, je savais que Franck était chrétien car il m'en avait souvent parlé. Dans les derniers mois de sa vie, il avait accroché dans son bureau une sculpture de Jésus dans un cadre en bois faite par un de ses clients. Il s'était également engagé dans une cause contre l'avortement qui n'avait malheureusement pu être poursuivie. Environ 6 mois après le décès de Franck, en revenant d'un bar après ma journée de travail, je rentrais à la maison comme d'habitude.
Daniel était couché. Je regardais un portrait de Jésus sur un calendrier que Daniel avait acheté. Alors, je me mis à réfléchir à tout ce qui s'était passé dans ma vie depuis quelque temps et à combien j'étais incapable de la reprendre en main et de prendre des décisions claires et raisonnables. Finalement, je m'adressai à Jésus en ces mots. Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, aide-rien dans ma vie. Je suis confus. Moi, je ne sais plus quoi faire. Et fais-le vite. Le ciel est préparé pour des gens qui sont préparés pour le ciel. Donc, vous avez besoin d'une feuille, votre cahier de prise de notes ou une feuille si vous n'en avez pas de cahier. Alors, qu'est-ce que vous pensez De quoi? Qu'est-ce que vous pensez à propos du meurtre Honnêtement, bonne question. C'est ça, je sais pas entre est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu se venger parce qu'il a perdu une cause? Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu se venger parce que le présumé coupable avait été libéré par Franck qui avait bien fait son travail? Je sais pas, sérieusement, c'est dur à dire. Il dit que Hein? Il dit que c'est pas lui qui est coupable. Non, mais tu le sais, c'est là. Tu sais, ça peut faire de même, là. Tu peux pas le faire tout seul, justement. Ça, les médecins, les coronaires font des études du corps, là. Selon l'angle dans tous les balles, c'est pas le même. Ben oui, prends le gun, là. Non, l'angle des balles, tu vas le voir, parce que ça a un recul, ça, là. C'est pas un jouet, là. Ah. Fait que t'as un recul quand tu... Ouais, tu peux pas tirer ça une balle. Fait que justement, si t'as un recul, ça se peut que la balle aille dans l'autre sens, là. Quand tu tires, là, le gars, il va avoir sa main, là. Pow! Ouais, il faisait quoi? Ben, il était rendu tard le soir, donc c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui étaient partis. Ouais. Puis l'associé qui était là, si vous voulez parler, vous lèverez votre main, on va se calmer. Puis l'associé qui était là, c'est sûr que c'était des bureaux fermés, hein, c'est pas des cubicules comme, mettons, au gouvernement. C'était vraiment des bureaux fermés, alors c'est certain que si quelqu'un arrive là avec une arme silencieuse, avec un silencieux, ça peut être, oui, mais le bruit est étouffé quand même. Donc, si toi, tu es dans un autre bureau plus loin, tu fais tes affaires, tu peux, à un moment donné, entendre de quoi faire. Un peu de la musique. Mais c'est dans les années 80, là, hein? Cellulaire, on l'a vu, c'est télé avertissant. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Ton radio, ta radio. Oui, tu mets c'est ta application, mais pas beaucoup. J'ai-tu partagé ça, moi? Tu peux le mettre après n'importe quoi, tu vas faire un lighter, tu vas l'entendre pas pareil. Non, mais je sais que tu l'entends, mais je veux dire, tu l'entends quand même. Oui, tu l'entends moins que C'est ça. Tu l'entends pas pareil. Mais tu l'entends, je suis d'accord avec ça. Alors, Jérémy, prends donc une feuille pour prendre tes notes. Là, l'autre jour, tu l'as fait et tu t'es rendu compte que ça aidait. Let's go. Ça nous dit. Sur le chapitre 6? Ouais, je sais pas. On est 5 suites. Mais non, mais écoute, ça, c'est chaud. Ah, ben. Non, laisse ça. Madame, aussi, je peux dire les affaires qui sont arrivées d'important. Ben là, c'est ça qu'on. Davis, tu avais une question? Tu voulais dire quelque chose? Là, ça marchera pas. Si vous parlez comme ça, il y en a qui vont être sortis. Là. Puis c'est pas obligé d'être Jérémy, il y en a d'autres qui parlent aussi. Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est souvent toi, mais je veux dire, t'es pas le seul à parler. Fait que. Donc, tu disais que, comme tantôt tu disais qu'il y avait tu parlais des cassettes, est-ce que les CD sont sortis quand, comme c'est quand on avait... Années 90. Oui, parce que moi, je suis née en 89, puis j'avais des cassettes. Au début, j'avais mon petit baladeur cassette à 7-8 ans. Là. J'ai une photo avec mon petit baladeur cassette, je suis toute fière. Puis j'ai eu mon baladeur à CD, j'étais au secondaire. Est-ce que tu es en vie quand que Frank s'est reçu? Non. C'était un point. Non. Ah, ben, moi, c'est quel âge, Frank? Ben, quel âge, monsieur? Brett? 60 quelques. Le film s'est passé quand il avait quel âge? Ah, mon père, il avait 25? Je sais pas, il y avait quel âge. Alors, Jérémy, vas-y donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre-là? Tu voulais me dire des choses importantes? Donc, mais avant ça, là. Ah, il a essayé de le rejoindre. Avant ça. Il a essayé de le rejoindre. C'est ça. Donc, il attendait de joindre Franck. Mais Frank s'était quitté par se faire oublier. Ouais. Et il l'a attendu avec son ami.
au restaurant juste en face du bureau. Dans le fond, l'autre serait, si M. Grant serait monté pour aller voir son bureau, M. Grant, il serait bon. Peut-être. On ne sait pas. Ou il aurait manqué de balle. Non, il y a resté. Non, si M. Close de même, il manque. Mais comment tu sais qu'il y a 6 balles? Un Peut-être qu'il y avait revolver. d'autres chargeurs. Peut-être qu'il y avait d'autres chargeurs. Oui, mais je veux dire, dans le chargeur, il y avait. Mais ça veut dire Oui, mais ça, encore là, quand vous tirez les balles que tu as, tu le sais, après ça, le modèle, là. Je veux dire, tu peux pas mettre n'importe quelle Tu balle veux dans savoir n'importe c'est quel quoi aussi fusil, le là. code de série du non. D'habitude, faut que tu trouves le revolver. C'est ça, parce que tu peux Ouais. pas savoir le. Ben, Tu peux savoir le modèle, mais. il y a beaucoup de personnes et tout qui savent que tu peux pas retrouver le gun, même si tu retrouves le gun, tu peux pas le tracer back à qui parce qu'il sort le code Ah de oui, série. oui, il y en a qui font ça, effectivement. Il est quoi? Il enlève Il le enlève. on est juste dans une époque où c'était pas. Parce que quand un gun est illégal, ils font ça quand ils ne peuvent pas te retrouver que c'est à tout le gun. Grégory, avais-tu une question, un commentaire, tu voulais dire quelque chose de important? Moi, je savais que genre, il y avait 6 balles dans le chargeur, tu vas pas trouver. Mais ça se peut qu'il y ait quand même. Parce que selon les. Encore là, c'est de la médecine judiciaire, mais selon les trous que ça fait et tout, puis ils ont trouvé probablement les balles, les cartouches. Donc, ils peuvent déterminer à l'aide des cartouches c'est quelle balle qui est retirée, donc de quel type de fusil. Donc, après ça, si tu sais que c'est un fusil, telle affaire, tu peux dire, ben ça, un chargeur, normalement, c'est une balle. Fait que s'il y en a eu 5 dans son corps, ça veut dire qu'il y en a gardé une pour peut-être une autre. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, la médecine judiciaire, là, c'est vraiment intéressant. Là. Tu peux découvrir plein de choses en ayant juste un corps. Bon, Tu peux vraiment découvrir. Mais c'est ça, c'est difficile, c'est pas facile, mais je veux dire, tu peux vraiment aujourd'hui, là, avec la médecine, avec tout ce qu'on. Oui, je veux dire. Donc, c'est ça qui est. On va tous fournir un chose. Oui. Restaurant, comme ça, on peut vu les polices arriver, genre ça, mettons, Ouais. il y aurait vu les Mais il était peut-être pas. Ouais, mais tu sais, mettons que tu as le restaurant qui est en face, toi, tu as une table dans le fin fond, tu voyais peut-être pas quand même ce qui se passe. Tu sais, dans un restaurant, tu n'es pas toujours placé face aux fenêtres. Et donc, après ça, donc là, il était au restaurant. Après ça, comment ils font pour déterminer que s'est passé quelque chose dans le Il y a bureau? des personnes à Les polices. plein de police. Bon, donc, en sortant, il y a plusieurs policiers. Ils sont en train de Madame, les polices de Gatineau, c'est pour Elmer Gatineau. Ah, là. Oui, dans le fond, toute la ville de Gatineau. Mais mon. Ouais, je mon prends du grand-père temps. travaille là-dedans. Ça peut être avant. L'année, quelque chose. Mais ça peut être. Mais il était dans la police de Gatineau, dans la SQ. OK. Parce que tu as la Sûreté du Québec aussi qui est à Gatineau, mais c'est la Sûreté du Québec. Hein? Il avait encore son avis. Ben oui, il garde à la fin. Sauf que normalement, il enlève l'exécution. Il enlève Il garde le le gun, hein? Hein? Ben, il a le gun. Mais non. Parce que mon grand-père a un gun dans un. Tu peux acheter des guns aussi. Peut-être parce que c'est quand il. Les gants, promène de chasse, des covers, ça. Il y a beaucoup de polices quand ils sont pas dans leur habit qui ont un deuxième gun. Qu'est-ce que c'était? Il y a des Donc, polices sur des covers. je dis du bureau, hein? Il y a des polices sur des covers qui ont stoppé un gars parce qu'il y avait des armes dans le frère du gars. Puis quand ils l'ont arrêté, c'était les polices sur des covers. Ils ont fait son devoir. Le gars, la police sur des covers sorti un petit revolver qui l'a mis dans le sac du gars. Ça, c'est illégal. Ouais, mais c'était fini tout. C'est un gars qui a fini. Ok. Donc, le policier est devant la déontologie policière et tout. Il est parti. Il y a pas. Alors, en sortant, il voit plusieurs policiers qui sont à l'extérieur du bureau. Et c'est quoi les hypothèses que Mr. Grant fait au début, Fiona? Qui était en otage, et puis en train de. Ça va, tout le monde? Je peux changer? Donc, ah, ben non, mais je peux leur remettre. Mais c'est quoi ça à l'extérieur? Du bureau. C'est parce que je me suis trompée. Alors, soit une prise d'otage. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut être? Un de ses vieux partenaires. Ben, c'est pas ça qu'il dit au début, là. Il dit soit que c'est une prise d'otage.
Donc, effectivement, négociation. Mais il a dit à la fin qu'il voulait pour se rendre. Ou c'est ça. Donc, un de ses clients qui veut se rendre, là. Imagine que c'était lui, là. Sure. C'était M. Grant. Donc, il veut se rendre. Et là, finalement, il demande à un policier, donc, qu'est-ce qui se passe? Et on apprend que, donc, Franck, C'est un bon enfant. Comment qu'il lui a dit, il est mort, c'est un bon enfant. c'est ça. Ça dépend. Là, tu le pognes direct, là. Donc, naturellement, là, il est mort. Dans mon choix, ici, c'est ici, là. Il marche pas. La mâchoire, c'est là. Mais c'est pas ça. Ça, là, tout ça, là. Voilà, mais mettons, Il n'a pas dit les 5, là. Il en a dit une dans le visage, mais il n'a pas dit. Non. Allez, Tu vas te faire tirer dans la tête. Là, ça va être traversé. Oui, j'espère. Et il va avoir le mic fermé. Un mois et Ça demi. va être, ça va t'exploser. Ça dépend. Ça peut aussi traverser. Même si tu as la bouche fermée, ça peut traverser. Alors, mais je croyais qu'il y avait juste une seule balle, mais genre à gauche. C'est la seule. Non, ça, c'est celle qui a vu. Mais il y a eu 5 balles en tout. Ah, ben, j'ai écrit dans la tête, mais c'est pas vrai. Ouais, 5 balles en tout, là. Ouais, t'as raison, Hulda. Donc, les 5 balles n'étaient pas nécessairement toutes dans la tête, effectivement. Là. Est-ce que vous connaissez le chanteur Tupac? Ouais, ça fait longtemps, mais là, une balle, là, comment? Quand il est mort, il y avait une police sur undercover qui a demandé c'est qui, c'était quoi son dernier mot. Il a dit. Son dernier mot, c'est la police undercover, il y avait un reportage de la police, qu'est-ce qu'il disait. Puis il a dit le dernier mot m'a regardé. Comme c'était la première fois que j'ai vu Tupac regarder quelqu'un de même, il a dit il est mort. Il y a plusieurs documentaires sur lui. Mais j'espère que Grégory, si jamais ton objectif c'était d'avoir une belle phrase, ce sera pas ça. Tu vas te forcer un petit peu plus, j'espère. Moi, ça me dit que je suis pas le Check-moi, Alors, Franck a reçu 5 balles en tout, hein, je me suis trompée là. Hulda, merci de m'avoir repris. Donc, les balles n'étaient pas toutes dans la tête. Là. Il est dans le cou. C'est ça. Donc, pour ça, c'est pas tout dans la tête. Si vous voulez le préciser, tête et cou, ça me dérange pas, mais c'est parce que là, je l'avais mal écrit, là. Bon. Ensuite, comment réagit M. Grant, donc Claude? Oui, vas-y donc. Il était triste au début, mais après il s'est énervé, là, il veut se venger. Excellent. Donc, triste, désemparé. Ben, c'est sûr que ça commence à être plus difficile. Si quelqu'un parlait, c'est sûr que ça aiderait vraiment. Là. Donc, quelqu'un qui était témoin, la personne qui le fait, ou peu importe, mais à part ça, ouais, peut-être. Mais à part ça, c'est sûr que ça va commencer à être de plus en plus difficile de trouver. Ça arrive là, des fois, comme la petite Cédric Provencher, là, ça faisait des années qu'elle était disparue, puis ils ont trouvé des ossements, puis bon, ils ont pu comme un peu savoir. Dans le coin, oui. Au Québec. Non. C'est au Québec, là, mais c'est pas là. Pour l'arrêter, ouais. Ben, c'est parce que là, le corps, il est plus là, il y a juste des os. Fait que... C'est un homme, hein? Pardon? C'est un homme. C'est un homme? C'est un homme. C'est un homme? Oui, l'assassin. L'assassin de Provencher? Ouais, c'est un homme. Oui. Mais c'est parce que, comme Fiona a dit, c'est un homme. On sait c'est qui, là. On pourrait regarder sur Internet, il y a son nom, mais il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter. Mais c'est qui ça? Ah, c'était une jeune fille qui était disparue. Puis ça avait été vraiment médiatisé beaucoup. Puis, Il y a vraiment un run pour kidnapper des enfants, hein? Et ça, tu sais pas. C'est ce qu'un gars faisait, c'est l'histoire d'un gars qui, premièrement, lui, qui faisait juste tuer, il faisait tout. Puis après ça, quand il s'est fait arrêter par la police, il a dit, il y a une personne qui dit que je suis un héros, mais je suis pas un héros, je vais faire ce que je dois faire. Puis il faisait juste tuer des pédophiles, là. Il pognait, puis il tuait. Mais l'autre gars, si sa petite soeur s'était violée, le grand-père, il a trouvé le gars, il l'a attaché sur une chaise, puis il a fait un pitbull à manger. Un pitbull attaqué. Ouais, je comprends, là, mais. Il y a une vidéo sur Facebook, ça fait une idée en mais je comprends que c'est vraiment des choses horribles, mais se faire justice soi-même, ce n'est pas
une solution, là. Parce qu'après ça, si c'est vous qui vous faites prendre, ben, vous pouvez pas juste dire, ben là, justement, regarde, il avait été méchant, fait que moi aussi, tu vas en prison, tu as des problèmes toi aussi, là. Fait que c'est pas, la justice existe, c'est pour une raison. Je dis pas que vous êtes heureux, justement, quand ça arrive. Monsieur Grant, justement, il voulait se venger lui aussi, là. Bon, je dis pas qu'il aurait tué la personne, mais il y avait un sentiment de vengeance. Il faut faire attention. Probablement que les policiers ont encore le dossier, mais c'est ça. Je suis pas certaine à quel point c'est conservé. Ouais, ils ont sûrement. Je vous dérange encore une petite seconde. Bonjour. J'ai refait l'horaire pour M. Zachary parce qu'il n'y aura plus de patin naturellement. Puis on a décidé que, ben en fait, c'est Mme Doucet qui a eu l'idée. Donc, au lieu là, on veut le garder dans l'école, et dans le fond, vous allez avoir un centre par semaine pour être remplacé par une période de sport de plus. OK? Fait que vous autres, c'est le, attends, vous êtes secondaire 2, fait que vous autres, c'est le mardi. OK? Pardon? Le hockey. Fait que tout le mardi, votre dernière période, qui est le centre, ben, ça va être une activité, on va essayer le plus souvent possible, à moins qu'il pleuve, tout ça, que ce soit à l'extérieur. Tu sais, étant donné que tous les sports à la maison sont arrêtés à cause de la COVID, tout Mais ça. pas un sport du basket. Ben, vous allez pouvoir parler de ça avec lui. Peut-être qu'il pourra faire, tu sais, une gang au basket, une gang au soccer. Mais vous allez avoir un cours de sport de plus. Si la température le permet, ça va être dehors à l'extérieur. Oui. On ne peut pas parler à personne vraiment de l'extérieur sur ça. Ça commence quand, Demain. Oui. Fait que demain, là, vous allez avoir un cours. Puis si la température ne le permet pas parce qu'il pleut, bien, M. Zach va faire une activité ici à l'intérieur avec vous. Là. Il est bon, vous donne des cours de motivation, tout ça. Mais les mardis, vous êtes avec M. Zach. Fait que prévoyez de. Ben, quoi qu'il annonce plus chaud demain, là, mais prévoyez des vêtements en conséquence. OK? Merci. Je vous laisse votre pause, mais après ça, c'est moi qui ai pris avec vous de toute façon. Fait que. Donc, on fait juste finir ça tantôt. Jeudi, vendredi, je peux aller pour le samedi, dimanche, Je vais aller à ta pause, puis je vais aller te demander. je vais aller tous les jours sauf jeudi, vendredi. Ah, ouais. Mais il y a mais là, on va aller sur Snowboard, là, moi, les amis, on est comme Et j'aime toute la journée internationale des droits des femmes. Non, c'est pas pour j'ai passé à la TVE. Est-ce qu'on peut avoir la. Je sais pas, là. C'est sur la semaine de relâche, là, puis c'est à quand. Et Gabriel? C'est quoi que tu bon? Mais non, moi, je peux parler, mais je pense ça en marche. Je vais faire ça. C'est bon, moi. Moi, je vais voir. oui, je n'ai pas encore Ouais. J'ai pas. Mais reste encore un peu. Je Ça fait encore des plats. Mais tu vois, hier, ça ferme ça rouvre à 8, à 9, je dis. Ça ferme à comme 8 heures. J'ai fait de 9 à 8. Oh mon dos! Ben, tu sais,